s'adressait à un public adolescent, donc à partir de 15 ans, et que je voulais lui faire rencontrer cette créature. Il fallait d'une part qu'il puisse sortir le jour, et puis le voir sous un nouvel aspect, et d'autre part qu'il lui ressemble, parce que, bon, on a beau être rebelle quand on est adolescent, on est quand même toujours un petit peu trouillard, et si on a affaire à quelqu'un qui ne nous ressemble pas du tout, qui a des crocs longs comme des cure-dents et qui bave, je pense pas qu'on s'en approche trop. Donc l'adolescent idéalise pas mal les choses, donc quand on écrit, on se met un petit peu à ce niveau-là, et moi j'ai pris parti de créer un personnage qui soit à son image, qui le fasse rêver, fantasmer, quant à sa force, quant à sa beauté, son intelligence, enfin peu importe. On y met un petit peu tout ce qu'on veut dans le vampire actuel, c'est un petit peu... c'est comme ça que ça marche, et d'ailleurs on s'est beaucoup inspiré des films, c'est vrai, pour ma part, moi le vampire qui m'a le plus fait fantasmer, ça reste le Dracula de Coppola, absolument magnifique, et j'ai beaucoup de mal à l'imaginer autrement. Donc ce vampire sort le jour, c'est indispensable, et il est vrai, on lui laisse quand même les attributs de base, c'est-à-dire qu'un vampire qui ne buvrait que du jus de tomate, effectivement, pour un adolescent, ça ne fait pas trop. Donc on lui laisse quand même cette virilité qui est importante, il est sexy, il est intelligent, s'il est riche, c'est pas trop mal, et puis voilà, donc on en fait un personnage finalement qui est au goût du jour. Mais tous les vampires ne sortent pas la nuit, puisque dans Felicity Hadcock, là je me suis vraiment servi des clichés de base, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'enterre la journée, sinon il grille tout simplement. On fait un feu de joie avec, il a des besoins charnels excessifs. Alors ça c'est toujours le truc qui m'a beaucoup fait rire, parce que je ne sais pas où est-ce qu'il a été démontré dans l'histoire du vampire que le vampire avait un appétit sexuel insatiable. Les premiers vampires cinématographiques, il n'y a pas d'axe sexuel, il y a un pouvoir attractif, je dirais, il va plutôt se servir, enfin, vampiriser, si je puis dire, les femmes plutôt que les hommes. Par contre, les vampires féminins, ça sera l'inverse. Mais cela dit, il n'y a pas d'acte sexuel pour une raison simple, c'est qu'un mort ne peut pas avoir je dirais, de relations de ce genre. Mais par la suite, dans les romans plus modernes, je pense par exemple au roman de Cassandra O'Donnell, où le vampire, effectivement, a des relations. Mais bon, c'est tellement mieux. Puis il y a l'immortalité derrière. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très particulier aux vampires. Moi, j'ajouterais juste que sur la sexualité du vampire, dans Dracula de Jacques Bram Stoker, c'est pour montrer aussi les amours extra-conjugaux. Donc il y a déjà cette dimension de la sexualité. Et puis, c'est sûr que c'est pas la même sexualité, mais c'est quand même l'extase dans la morsure. Et puis, dans les romans d'Anne Rice, ils arrivent quand même à le faire, même si ils trouvent que c'est moins intéressant. Ça dépend des vampires. Oui, donc voilà, ce vampire actuel, pour ma part, je pense qu'il doit vraiment nous ressembler, avoir une vie comme la nôtre. On a besoin, pour des tas de raisons sociales, psychologiques, même financières, on a besoin de s'identifier à lui. Et à ce que je sache, on ne vit pas que la nuit. Donc on a aimé rêver devant ces nouveaux films, Vampire Diaries, justement, j'ai dû regarder 3-4 épisodes, donc je ne suis pas très au fait. Mais c'est sympa de voir ce vampire assister aussi bien au bal de promo qu'au cours de maths ou compagnie. Enfin, je sais pas, on arrive à se rapprocher un petit peu plus de lui et à créer de véritables et belles histoires. Et je pense que si j'ai choisi dans Felicity Hadcock de le faire vivre la nuit, c'est parce qu'on est avec des adultes et qu'a priori, quand on est adulte, on n'a pas vraiment de contraintes. On peut sortir à 3 h du matin si ça nous chante, on n'a pas besoin de la permission de maman et de papa. Mais dans le Young A, on en a quand même un peu besoin si on veut être crédible. Donc bon, je sais pas pour toi, Fabien, mais moi, mon parti pris, c'était là. Alors effectivement, moi j'avais un peu les mêmes... ça s'adressait aussi à la jeunesse, donc on avait un peu les mêmes impératifs scénaristiques. Moi j'ai un autre fondement à cette idée, c'est-à-dire qu'au lieu de rester à Dracula et ses adaptations cinématographiques qui pendant longtemps font qu'ils ne sortent pas au soleil, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans le roman, me semble-t-il, que je n'ai pas lu. Je
préfère l'avouer tout de suite. Mais dans le film de Coppola, effectivement, il sort en pleine journée, il perd un peu de ses pouvoirs. Moi, je suis remonté un peu plus haut au niveau de la tradition vampirique. Je suis remonté en fait à ce qui serait peut-être la première figure vampirique, c'est-à-dire Lilith, qui apparaît dans la Bible comme étant, selon les commentateurs de la Kabbale, la première femme d'Adam. C'est la première femme d'Adam, parce qu'on a deux créations de la femme dans la Bible, et donc il y a des commentateurs qui ont cherché à savoir comment ça se faisait, et il y en a qui ont dit, mais en fait il y a deux femmes qui ont été créées, et la première c'est Lilith. Et Lilith est beaucoup plus marrante que Ève, puisque justement, alors c'est peut-être là qu'on a la source de la sexualité débridée du vampire, c'est que Lilith justement éprouve du désir, le montre, en plus elle veut être plutôt dominante dans le désir, c'est-à-dire c'est elle qui monte sur Adam et pas l'inverse, donc tout ça, et elle ne veut pas d'enfant. C'est-à-dire c'est une sexualité qui est sa propre fin. Tout ça fait qu'évidemment c'est pas une épouse tout à fait correcte dans les temps bibliques et elle se fait éjecter assez rapidement. Et alors il y a différentes interprétations, mais elle est frappée de stérilité et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on retrouve d'ailleurs le mythe de l'ami dedans, qu'elle essaye de se venger sur les enfants en buvant leur sang. Et c'est comme ça qu'elle devient le premier vampire, puis elle est recueillie par le diable qui s'en fait une alliée. Et donc moi je suis parti plutôt de ce principe-là. Sachant que même si c'est donc effectivement un renversement de la vie du jour, etc., les vampires que j'ai réinventés d'une certaine manière dans Le Miroir aux vampires, ce sont des vampires qui sont calqués un peu sur l'image de Satan, c'est-à-dire des vampires qui ont des crocs parce qu'ils sont ophidiens. Ils ressemblent à des serpents, et j'ai créé toute une série de races vampiriques où chacun a des caractéristiques correspondant aux serpents. Il y en a qui font des bruits de clochettes, bon ça c'est pas le plus intéressant, mais il y en a qui ont les crocs rétractiles, ça c'est un peu plus pratique pour passer inaperçu, ce genre de choses. Donc voilà, ce qui fait que le jour, voilà, dans les romans, par exemple si on regarde Vampire de Dreyer, il me semble que le vampire sort dans la journée et ça pose pas vraiment de problème, parce que je l'ai revu justement pour ma propre documentation. Donc c'est pas une caractéristique qui est fondamentale dans le vampire. Symboliquement ça peut être très fort, mais c'est plus marrant aussi effectivement de raconter l'histoire en faisant paraître la journée. Mais dans ton cas en plus tu es aussi écarté parce que par rapport à la tradition où le vampire est un mort-vivant ou un non-mort, mais d'origine humaine, c'est un humain transformé, les tiens en fait ce sont d'autres espèces quelque part. Oui, alors ça vient d'une idée complètement différente, c'était pas forcément pour rechercher l'originalité à tout prix, mais c'est quand j'ai voulu écrire, je voulais écrire David Leith avec des vampires, donc en respectant les codes, donc effectivement des adolescents au lycée, etc. Et je voulais essayer de trouver un biais un petit peu différent, et je me suis aperçu que cette histoire du miroir où le vampire n'arrive pas à se refléter, c'est un motif finalement qui a été assez peu utilisé dans les différentes narrations. Et je me suis dit que j'allais partir de là, et du coup, assez rapidement, le miroir comme lieu de passage vers un autre monde s'est imposé. Et du coup, j'ai imaginé que les vampires, en fait, avaient disparu parce qu'ils s'étaient fait virer par une autre race, parce qu'il y a toujours des histoires de race. Et j'ai pris une autre tradition vampirique, celui de la Strige, qui descend plus directement, semble-t-il, de Lilith. Donc il y a deux races vampiriques qui se tapent un peu dessus. Il y en a une qui réussit à virer l'autre et les envoyer de l'autre côté du miroir. Et là où je me suis amusé tout seul, parce que je pense pas que ce soit le plus important dans le roman, c'est que les vampires en fait disparaissent de notre monde au moment où se met en place la figure moderne, c'est-à-dire celle que nous on a à peu près du vampire, c'est-à-dire aux environs du XVIIe siècle. Et là je me suis fondé sur les travaux de Marigny, qui est le spécialiste français de la chose. Alors, avec Morgane, au sérieux, là on revient à des vampires très traditionnels, puisque ce sont des humains qui sont transformés, mais où on est là aussi très loin de l'image traditionnelle du vampire qui a la classe extrêmement sophistiquée, etc. Donc j'ai eu l'impression que là aussi tu voulais casser complètement cette image traditionnelle. Alors moi, une de mes chansons préférées, c'est Bela Lugosi's Dead de Barros.
Donc j'ai vraiment voulu aller contre cette idée du vampire aristo. Donc moi mes vampires c'est des gros junkies qui bouffent des gens dans des squats. Et j'ai voulu rendre hommage à toute cette vague de films de vampires des années 80 que j'affectionne particulièrement. Donc Les Prédateurs, justement, qui est ouvert par la chanson Bela Lugosi's Dead, et qui met en scène Catherine Deneuve et David Bowie. Aux Frontières de l'Aube, dans un des premiers films de Catherine Bigelow, qui montre des vampires marginaux qui écument l'Amérique profonde dans un camping-car en poussant tout le monde, quoi. Et Génération Perdue, sorti la même année, qui montre des punks beaucoup plus fun, enfin, c'est très californien, c'est très sympa. Et j'ai aussi voulu rendre hommage à Poppy Zelbright, qui est une de mes auteurs préférés, et qui a écrit Un Perdu, donc qui est un livre de voyage sudiste avec des vampires homosexuels qui s'amusent à briser un par un tous les tabous de l'Amérique. Et donc, moi j'ai voulu vraiment faire vivre ce mythe du vampire punk des années 80, parce que bon, je pense que ça doit, je suis restée bloquée dans les années 80. Et voilà, donc moi j'ai créé un groupe de vampires, dont un particulièrement qui est une ex-star du punk complètement déjantée et qui, je l'espère, permettra de faire vivre cette époque que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi écrit le roman vraiment en réaction à Twilight, parce que comme